Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir aux bases. Ça fait un petit moment que je n'ai pas raconté de thread d'horreur, pas ce qui se passe en France, mais généralement ce qui se passe aux États-Unis, mais ça peut varier. Je vais vous présenter ici 5 histoires qui ont terrifié des personnes comme vous et moi, et qui ont donc décidé de partager ces différentes histoires sur internet. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram que je vous affiche juste ici, AkenTV, si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée pour que je la raconte dans une vidéo dédiée à vos histoires. J'espère que vous êtes bien installés, et si c'est le cas, laissez-moi vous raconter 5 threads d'horreur complètement effrayants. Dans cette première histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Carla. Carla nous dit qu'elle était à l'étranger à l'occasion de ses études. Elle n'avait jamais rien vécu qui aurait pu la déranger. Elle vivait dans une ville qui la mettait en confiance, où il y avait souvent du monde dans les rues, beaucoup de parcs, beaucoup de cafés ouverts, et même dans le bâtiment qu'elle occupait, il y avait énormément de femmes, donc étant elle-même une femme, elle se sentait plutôt en sécurité. Elle nous explique que bien que les cours qui lui étaient dispensés étaient en anglais, elle avait pour ambition, étant à l'étranger, de découvrir une nouvelle culture, essayer d'apprendre comme elle le peut la langue. Donc elle adorait parcourir la ville, faire des rencontres, et d'ailleurs elle a rencontré des personnes qui vivaient directement sur place au fil de ses aventures. Un jour, alors qu'il était 20 h, Carla était en route vers un magasin ouvert quasiment 24 h sur 24 pour faire quelques achats. Elle se souvient ce jour-là qu'elle était plutôt fatiguée, un peu étourdie de sa longue journée d'études. C'était pas quelque chose qui était inhabituel pour elle, elle avait un emploi du temps assez chargé, donc elle aimait profiter de chaque instant, chaque moment de temps libre pour justement explorer son environnement. Et là, c'est ce qu'elle a fait, elle appréciait chaque seconde, chaque pas qu'elle faisait pour se rendre vers le commerce où elle se rendait. Elle connaissait le chemin, donc elle n'était pas méfiante, et à un moment donné, elle s'est retrouvée quelque part. Une zone avec une grande route et des parcelles de terrain complètement vides sur le côté. Ce n'était pas un terrain vague, loin de là, c'était une zone résidentielle, car là pouvait entendre du bruit un peu plus loin, appelons cela des bruits domestiques, des bruits qui indiquaient qu'il y avait de la vie à proximité de là où elle se trouvait. Néanmoins, cette zone était assez particulière, c'était comme si il y avait une sorte de trou au milieu de la ville. Un endroit un peu isolé, composé simplement de routes, de lampadaires, une route que Carla était obligée d'emprunter pour se rendre au fameux magasin. Mais elle ne sait pas pourquoi, c'est à ce moment-là qu'elle a ressenti une sorte de gêne, un malaise. Elle a donc jeté un petit coup d'œil autour d'elle et elle n'a rien vu. Mais toujours assez mal à l'aise par la situation qu'elle vivait, elle a décidé d'accélérer un peu le pas. En pressant le pas, elle regardait toujours un peu autour d'elle pour être sûre qu'elle n'allait tomber sur personne, mais alors qu'elle venait de poser son regard derrière son épaule, en replaçant ses yeux devant elle, là elle est tombée sur quelqu'un. Et tout de suite, elle a eu un très mauvais pressentiment. Elle n'a pas vu directement qui était la personne qui se trouvait devant elle, ses yeux étaient en fait figés sur le sol. Tremblante, elle a donc fait quelques pas en arrière, a dit excusez-moi et a commencé à vouloir passer sur le côté pour dépasser la personne qui lui barrait la route. Avant qu'elle ne commence à faire cette manœuvre, elle a remarqué que l'individu qui se trouvait en face d'elle commençait à faire quelques pas en sa direction, mais pas des pas comme on pourrait l'imaginer. Il effectuait une sorte de balancement, comme si cette personne était en fait en train de danser. La personne parlait, demandait ce que Carla faisait ici, si tout allait bien, mais pas avec un ton très gentil. Ce n'était pas du tout amical. Carla explique que le ton employé par cette personne était un peu arrogant. C'est là que Carla a relevé les yeux et elle a vu que la personne qui se trouvait en face d'elle était masquée, donc impossible pour elle de dire si cet individu était un homme ou une femme. De plus, cette personne avait une capuche sur la tête et donc, de par cet accoutrement, la voix de l'individu était étouffée, ce qui rendait très difficile à Carla d'identifier le genre de la personne en face d'elle. Cette personne continuait de se balancer et Carla a remarqué qu'elle a glissé sa main dans sa poche, comme si elle cherchait quelque chose. Quelque chose de brillant a été sorti. Carla, là, retrouve possession de son corps, son instinct revient et il lui crie de s'enfuir. Donc Carla prend cette décision. Elle a
couru aussi vite qu'elle le pouvait et elle a réussi, sans interrompre sa course, à se rendre au magasin qu'elle visait initialement. Elle a raconté au vendeur ce qu'elle avait vu, vendeur qui a appelé la police et la police est donc intervenue là où la rencontre a été réalisée. Ils ont retrouvé des chaussures et aussi le masque que l'individu portait. Carla ne sait pas du tout ce que cet individu lui voulait. Elle n'a jamais revu ce type de personnes, des personnes masquées. Donc, après ces événements, pendant un court temps, elle s'est sentie en sécurité, mais elle a avoué qu'en réalité, elle se sentait jamais vraiment seule. Elle avait toujours l'impression que cet individu était là, proche d'elle, car au moment où elle a fait sa rencontre, elle nous dit bien qu'il n'y avait aucun buisson aux alentours, donc elle ne sait pas non plus, au moment de la dite rencontre, d'où cet homme est sorti. Donc elle se dit que si cet individu a pu la surprendre à un moment donné, qu'est-ce qui l'empêcherait de renouveler la situation à un autre moment? Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce qu'a raconté Samuel. Samuel nous raconte une histoire qui s'est passée quand il avait aux alentours des 10 ans. Il nous explique qu'à ce moment de sa vie, sa maman a pris une décision. La décision, c'était de passer le permis de conduire pour être beaucoup plus autonome quant à ses déplacements. Et il se trouve que ça peut arriver, la maman de Samuel avait énormément de difficultés au cours des différentes leçons de conduite. Donc le père de Samuel a décidé de son côté de l'aider. C'est-à-dire qu'en plus des heures officielles de conduite, il allait apporter sa pierre à l'édifice concernant tout cela, et donc il emmenait sa femme sur un parking pour qu'elle puisse conduire un petit peu sous ses conseils et sa supervision. Tout ça dans le but évidemment que la mère de Samuel puisse obtenir son permis de conduire avec brio et qu'elle puisse pallier les difficultés qu'elle rencontrait. À l'époque, Samuel et son petit frère pratiquaient la natation dans une piscine qui se situait au niveau d'une université qui se trouvait non loin du domicile de la famille. Près de l'université, il y avait une zone boisée avec un parking qui était complètement vide chaque week-end. En soi, un endroit idéal pour réaliser quelques leçons de conduite. Donc, un jour, le père de famille a emmené tout le monde pour aller faire les fameuses leçons sur le dit parking. Effectivement, à ce moment-là, Samuel et son frère étaient un peu trop jeunes pour rester seuls à la maison. Donc ils ont été emmenés et les deux jeunes enfants n'étaient pas très intéressés par les leçons de conduite qui étaient données à la mère de famille. Donc ils ont demandé à un moment donné l'autorisation d'aller jouer dans l'herbe au football tranquillement pendant que mari et femme étaient en train de s'exercer. Au bout d'un moment, alors que la soirée se passait plutôt bien, la voiture avec les deux parents dedans s'est un peu éloignée. En fait, le couple est allé à l'autre bout du parking, à environ 300 ou 400 mètres de là où se trouvaient Samuel et son frère. Et d'un coup, une voiture blanche est arrivée sur place. Les deux enfants, eux, étaient en train de jouer, ils étaient non loin de l'entrée du parking, et les enfants ont remarqué que la fameuse voiture blanche a fait une sorte de demi-tour et s'est replacée face à l'entrée comme si, en fait, le véhicule allait sortir du parking. Le conducteur a abaissé sa vitre et il a commencé à adresser la parole aux deux enfants. Il s'est présenté comme étant un certain Thomas. C'était quelqu'un qui avait l'air totalement sympathique, très propre sur lui, qui avait l'air d'avoir la trentaine d'années. Et d'un coup, assez rapidement, les choses ont commencé à devenir plutôt étranges. Sur le siège passager se trouvait une femme qui se couvrait le visage avec un journal. Tout ce que Samuel pouvait voir de cette femme, c'était ses cheveux blonds. Et derrière, sur la banquette arrière, il y avait un bébé dans un siège pour enfants. Le fameux Thomas a dit à Samuel et à son petit frère qu'il faisait partie de la police et que les enfants devaient immédiatement monter dans son véhicule pour parler. Le jeune frère, lui, a fait 2 pas vers le véhicule, mis en confiance visiblement. Mais Samuel a eu le réflexe de placer son bras devant lui pour l'empêcher de faire quelques pas de plus. Lui sentait au fond de lui que quelque chose dans cette situation n'allait pas. Le conducteur a donc réitéré sa demande, cette fois-ci en haussant un peu le ton. Mais il a ajouté que si les enfants refusaient, il devrait sortir de sa voiture pour les récupérer lui-même. D'un coup, les deux frères étaient submergés par la peur. Et alors qu'ils étaient en pleine hésitation, la femme qui couvrait son visage du journal s'est dévoilée. Et avec une voix très maternelle, très douce, elle a dit qu'il vaudrait mieux pour Samuel et son frère qu'ils écoutent l'individu. Cette femme, à l'instar de Thomas, était également très propre sur elle. Elle semblait très gentille. Rien de son physique ne semblait présenter une quelconque menace. Mais plutôt que de faire confiance à ce couple d'étrangers, Samuel a décidé de crier. Crier aussi fort qu'il le pouvait.
Ce que Samuel n'avait pas vu à ce moment-là, c'est que son propre père était en train de courir aussi vite qu'il le pouvait en direction du véhicule blanc qui avait interpellé les deux jeunes garçons. Il n'avait pas pris la peine de revenir avec le véhicule parce que le parking n'était pas un parking goudronné. C'était un parking plutôt sinueux, donc il aurait mis moins de temps à pied qu'avec la voiture. Ce n'est que quand le père de Samuel a crié que là il l'a remarqué. Le père criait « Qui êtes-vous ? Éloignez-vous de mes enfants !» Et dès que Thomas, le conducteur de la voiture blanche, a entendu les cris du père, il est parti aussi vite qu'il le pouvait. Mais ce que Samuel retient, c'est que juste avant de partir, Thomas semblait terrifié, comme s'il ne s'attendait pas à ce que les enfants soient accompagnés. Le père de famille a donc rassemblé ses enfants et a demandé à tout le monde de regagner la voiture. Il n'a pas appelé la police. Il était en colère, donc il a repris le volant du véhicule et il est parti à la recherche de la voiture blanche pour en découdre lui-même avec cette situation. Jamais la voiture n'a été retrouvée, mais cette histoire a servi de leçon à Samuel. Cette leçon, c'est de ne jamais se fier à la couverture d'un livre pour en juger le contenu. Concrètement, ce qu'il veut dire par là, c'est que ce n'est pas parce que des personnes ont l'air bienveillantes qu'elles le sont réellement. Car il se dit clairement aujourd'hui, et il en est sûr, qu'il a échappé avec son frère à un kidnapping. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec Samuel? Effectivement, tout semble aller dans ce sens. Pourquoi quelqu'un se présenterait comme étant de la police? Précisons d'ailleurs que cet individu n'avait pas d'uniforme, et il serait aussi assez surprenant qu'un agent de police interpelle des personnes accompagnées de ce qui semble être sa femme et de son enfant en bas âge. Dans ce troisième témoignage, je vais vous présenter ce qu'a partagé quelqu'un que nous allons appeler Marine. Marine nous dit qu'elle est partie faire une randonnée en compagnie de son petit ami à l'occasion de son anniversaire. Elle précise qu'elle n'a jamais été très superstitieuse. Quoi qu'il en soit, elle dit que pendant cette randonnée, elle a toujours ressenti une certaine anxiété. Ils n'ont croisé personne sur la route, mais elle se sentait assez bizarre. Elle avait ce sentiment de malaise perpétuel. Concrètement, elle avait cette intuition de je vais rencontrer quelqu'un à un moment donné, comme si chaque virage allait mener vers une rencontre déplaisante. Elle nous dit que son petit ami était aussi nerveux, mais que lui, c'était inhabituel de sa part parce qu'il était habitué des randonnées. Donc qu'est-ce qui pourrait expliquer ce sentiment d'anxiété que Marine avait et qu'elle partageait avec son petit ami? Ils ont marché 4 heures. Ils étaient presque arrivés à la fin, et en arrivant vers le bout du chemin, le couple s'est retrouvé face à une cabane située dans la forêt, presque cachée par des arbres. Et tout de suite, cet endroit a attiré l'œil de Marine et de son petit ami. Ils ont vu un homme complètement nu, avec une peau très sale, qui a sauté de l'entrée de la cabane jusqu'à l'herbe qu'il y avait devant lui, et armé d'un couteau, il a commencé à grogner. Tout de suite, Marine a signalé le fait que cet homme avait un couteau à son petit ami. Et peu de temps après avoir prononcé ces quelques mots, l'homme a commencé à courir à toute vitesse vers le couple. Le couple s'est mis à courir pour sa vie. Marine s'est blessée, elle s'est cognée, elle avait des bleus, mais l'adrénaline aidant, elle ne ressentait pas la douleur sur le coup. Ils ont couru ce qui leur a semblé être une éternité pour échapper à cet individu qui semblait en vouloir à leur vie. Finalement, le couple a réussi à trouver une issue, à retrouver un peu plus de civilisation, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont sentis beaucoup plus sereins. Un sentiment de soulagement les a envahis. Ils ont jeté un œil derrière leur épaule, l'individu qui les pourchassait n'était plus là, et nos deux amis sont donc rentrés chez eux, assez bouleversés par la rencontre qu'ils venaient de faire. Ils ont contacté la police qui a indiqué qu'ils se rendraient sur place afin de se rendre compte eux-mêmes de la situation, mais Marine n'est pas sûre que la police va prendre le temps d'aller voir ce qu'il se cache dans cette fameuse cabane, cachée au milieu des arbres. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter quelque chose qu'a raconté Léa. Léa nous dit qu'au moment de ses 18 ans, elle venait de rompre avec son petit ami. Donc elle était assez dévastée. Elle avait besoin de se reconstruire et elle a vu dans le fait de rencontrer d'autres hommes ce moyen-là de se reconstruire elle-même. C'est elle-même qui le dit, elle avait besoin d'attirer l'attention, de retrouver en quelque sorte sa valeur, de voir qu'elle peut plaire à des personnes pour retrouver une certaine confiance en elle. Un après-midi,
son colocataire, un ami, a décidé de l'emmener manger dans un restaurant japonais dans le quartier. Le repas s'est bien passé et Léa, avec son colocataire, ont décidé de jouer à un petit jeu. Ce petit jeu, c'était de laisser son numéro de téléphone sur le reçu à la fin du repas pour voir si le serveur allait la recontacter. Elle l'a fait et effectivement, le serveur l'a recontacté. Elle l'avait bien vu, c'était un garçon un peu maigrichon de ce qu'elle dit, et c'est pendant la nuit qu'elle a donc reçu un message. Pendant quelques jours, il y a donc eu une discussion. Aucun rendez-vous n'a été fixé, c'était assez compliqué pour Léa de se libérer, sachant qu'elle travaillait beaucoup et surtout à 40 minutes de là où elle vivait. Elle sent au fur et à mesure de la discussion que le serveur était assez intéressé. Il tentait parfois des blagues assez audacieuses selon ce qu'elle dit pour flirter avec elle. Un soir, assez tard, alors que Léa rentrait chez elle, elle conduisait et elle parlait également à ce fameux serveur par message, chose à ne pas faire. Et bien là finalement, peut-être qu'elle avait passé une bonne journée, mais en tout cas, elle a eu cette envie de rencontrer la personne avec qui elle échangeait depuis maintenant quelques jours. Donc, elle a proposé, encore une erreur pour un premier rendez-vous, mais d'inviter le serveur directement chez elle. Et il s'est donc présenté au moment du rendez-vous. Elle nous dit que à ce moment-là, elle était un peu ivre, donc elle laissait beaucoup le fameux serveur parler. Il parlait de sa vie, il a également parlé d'un séjour qu'il a fait en prison, de ses parents, de ses factures médicales parce qu'il avait apparemment des problèmes de santé, et à un moment donné, la conversation s'est portée sur des tatouages. Le jeune serveur a dit qu'il en avait et il a demandé à Léa si elle voulait les voir, chose qu'elle a accepté. Il a donc retiré partiellement sa chemise et c'est là que Léa a vu que logé dans son pantalon, il avait une arme de poing. Elle a vu également d'autres tatouages, mais certains ont attiré son regard plus que d'autres. Certains tatouages étaient clairement en lien avec une période sombre de l'Allemagne. Léa, en voyant tout cela, était assez mal à l'aise, donc elle a décidé de désamorcer la situation. Elle n'a pas réagi directement à ce qui l'a interpellé, elle a plutôt plaisanté sur d'autres choses pour essayer de changer de sujet carrément. Au moment où elle raconte son histoire sur internet, elle ne se souvient plus forcément de tous les détails parce que c'était il y a quelques années, mais il y a certaines choses qui l'ont marqué et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Elle se souvient qu'à un moment donné, le serveur a dégainé son arme de poing et l'a braqué sur la tête de Léa, lui demandant si elle avait peur. Évidemment, elle était complètement paniquée, mais elle essayait de bluffer en disant que ce n'était pas le cas. Et après cela, il a été tactile, un peu trop. Il commençait à caresser Léa sur des parties sans son consentement, sur des parties intimes. Léa, elle, sachant que la situation pouvait dégénérer à n'importe quel moment, l'a repoussé, sans trop de violence parce qu'elle avait peur que l'homme ressorte son arme et cette fois-ci ne lui tire dessus. Et voyant que Léa n'était pas vraiment consentante à l'idée d'avoir un rapport avec lui, l'homme a radicalement changé de comportement. Il semblait plutôt, je ne vais pas dire sain d'esprit, mais pas suralcoolisé ou pas drogué, mais il a agi comme s'il avait pris des substances à forte dose. Il avait des paroles plutôt confuses, un regard vide et heureusement, il ne s'en est pas pris à Léa. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauté par la fenêtre. L'appartement de Léa n'était pas à un étage très élevé dans son immeuble. Elle était en réalité au rez-de-chaussée. Donc, il a juste escaladé la clôture et il est parti en courant. Il n'a même pas repris le véhicule avec lequel il était arrivé. Léa, assez décontenancée par la situation, est allée se coucher. Le lendemain, elle a remarqué qu'elle avait un bleu sur le corps, bleu qui avait été laissé par l'arme de poing qui avait été braquée sur elle parce qu'en fait, le gars, quand il lui a braqué l'arme dessus, il lui a mis un coup en même temps, chose que, à cause de la peur, Léa n'avait pas remarqué. Mais par contre, elle a vu que l'homme était revenu parce que sa voiture, elle, avait disparu. Pendant longtemps, elle a pris la situation à la rigolade, se disant que c'était une simple mauvaise expérience, mais avec le temps, elle s'est dit qu'en fait, la situation aurait pu très mal tourner. Et ça, c'est quelque chose qui est bien vrai. À tout moment, en réalité, cet individu qui ne semblait pas forcément très stable mentalement aurait pu décider de tirer sur Léa. Et heureusement, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Stella. Stella nous dit que son histoire s'est passée avant Noël de l'année 2019. Elle était en couple avec son petit ami qui est aujourd'hui son mari et ils ont décidé, un peu avant Noël, de se retrouver sur un marché de Noël en Suisse pour dîner ensemble. Ils devaient récupérer le chien chez le vétérinaire et ensemble après se retrouveraient
tous les deux. À ce moment-là, pour en savoir un peu plus sur le contexte, Stella nous dit qu'elle a son chien depuis plutôt récemment, 1 an. C'est un chien qui avait été trouvé en Italie, dans une rue, un chien abandonné clairement, et c'était un chien également très affectueux. Autre détail, le marché de Noël où devait avoir lieu le dîner était un marché très fréquenté. Donc, généralement, les gens se retrouvaient là-bas entre amis pour dîner ou boire du vin chaud. En arrivant sur place, Stella et son petit ami se rendent compte qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude, donc il est assez difficile de se promener là tranquillement quand on a un animal. Donc, plutôt que de marcher à deux, Stella a demandé à son petit ami d'aller chercher quelque chose à manger sur un stand et elle a patienté avec son chien. Son chien, lui, était très excité, il aimait saluer tous ceux qui passaient et des fois ça attirait l'attention, donc Stella avait pour habitude d'échanger parfois avec des inconnus qui pouvaient s'intéresser à son chien. Et à un moment donné, est venu un homme. Le chien, lui, comme à son habitude, a voulu montrer de l'affection à cet homme inconnu et donc l'homme qui s'est présenté à Stella, assez curieux, a demandé de quelle race était le fameux chien. Stella lui a répondu et après la réponse de Stella sur la race de son chien, l'homme a attrapé la laisse et il a dit « Ok, je vais y aller maintenant ». Concrètement, l'homme voulait voler le chien de Stella. Heureusement, notre amie avait la main fermement crispée sur la laisse, donc l'homme n'a pas pu partir. Elle était troublée, elle ne s'attendait pas du tout à ce genre de situation. Elle a balbutié quelques mots, disant à l'homme de lâcher la laisse, et de seconde en seconde, l'homme lui devenait de plus en plus en colère. Il tirait de plus en plus fort, et au bout d'un moment, Stella a crié, lui demandant de la laisser tranquille, et c'est en criant que là, le chien a lui aussi compris que quelque chose n'allait pas, donc il s'est mis à aboyer, et c'est suite à l'aboiement du chien que là, l'homme, prenant potentiellement peur, a lâché la laisse et est parti. Il a disparu dans la foule qu'il y avait à ce moment-là sur le marché de Noël. Stella a rassuré son chien et peu de temps après, une dame est venue la voir lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle pose son talon sur le sol. La raison est assez surprenante, c'est qu'en fait elle a vu que quelqu'un avait jeté en fait un pétard sous le pied de Stella. Vous savez, les pétards qui explosent à l'impact. Et vous vous en doutez bien, l'explosion de ce pétard aurait littéralement affolé le chien de notre ami. C'est une situation ici assez complexe présentée à Stella, elle n'a pas revu l'individu en question, mais elle est en fait très surprise que, bien qu'il y ait du monde, personne ne soit intervenu en fait pour l'aider. Elle ne sait pas d'ailleurs si c'est l'individu qui voulait voler son chien qui a placé le pétard, ou si c'était juste une autre personne mal intentionnée qui a laissé le pétard ici pour effrayer le chien. C'est une question qui n'a pas de réponse. Ce que je trouve personnellement affreux dans cette histoire, c'est que dans les threads, on a l'habitude de voir des gens malveillants vis-à-vis d'autres personnes, mais je ne suis pas sûr qu'on avait déjà vu quelqu'un faire preuve de malveillance envers des animaux. Et voilà les amis, on en a fini pour ces différentes histoires. J'espère qu'elles vous ont intéressé. Ce sont des histoires qui nous rappellent qu'il faut faire attention sans entrer dans une paranoïa. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me retrouver de nouveau sur Instagram, ICANN.TV, si vous souhaitez me suivre là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était ICANN. Salut!